vous savez que cette semaine, c'est la semaine du handicap et on a prévu un certain nombre d'interventions. Et aujourd'hui, c'est particulier. C'est sur le don d'organes et le don du sang. Alors, Ortex se devait de participer parce que nous sommes une entreprise citoyenne et nous sommes une entreprise solidaire. Au travers de notre lien social et des diverses initiatives que nous avons pu développer, le don de soi, c'est l'altruisme, c'est la générosité, c'est aussi le partage. Et la mission handicap fait un travail très important, remarquable, d'information, de communication, et je pense que nous avons transformé notre regard et sur notre capacité à intégrer la diversité au sein de l'entreprise avec les personnes en situation de handicap. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin et de partager une réflexion sur le don, le partage, et ça c'est une réflexion personnelle. Nous avons en France un système de santé qui est remarquable, et je tiens à le souligner, parce que dans la région, que ce soit en Provence et particulièrement à Marseille, nous avons des services de pointe, et je remercie le professeur Collard de s'être joint à nous pour cette information. Les services de médecine sont reconnus internationalement et je pense qu'en France, lorsqu'on a un gros pépin de santé, l'accès aux soins est garanti et ouvert à tous. Et ça, c'est positif, c'est solidaire et c'est important. Donc, le don de sang et le don d'organes, ça va être développé plus longuement. Dans ma jeunesse, dès 18 ans, j'ai été donneur de sang. C'était un premier signe. Et je pense que cette organisation-là, elle est parfaitement altruiste, puisqu'il n'y a pas de rémunération, ça n'a pas un caractère commercial, c'est simplement une responsabilité individuelle de se dire, est-ce que je veux participer à un effort collectif? Et ça participe aussi, globalement, dans notre organisation et dans notre système de santé, à un partage de valeurs qui est important. Donc, dans ce cadre-là, je vais appeler Jean, qui va vous parler un petit peu de son histoire, qui est une histoire, elle aussi, éloquente, et qui va vous présenter nos intervenants aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Bon, je sais pas si beaucoup de gens me connaissent dans la salle, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous présente en 2 mots mon CV. Je m'appelle Jean Villicy. Et quand on a parlé de don d'organes, bien sûr, on a passé à moi. Et donc, moi, j'ai été greffé du cœur il y a 2 ans, le 9 novembre 2012. Et puis, j'ai subi une seconde greffe il y a presque 7 mois maintenant, au mois d'avril de cette année. Le 26 avril. Ah, c'est des dates qu'on retient. Pour ceux qui un jour... voilà. Donc, c'est pas le professeur Collard qui m'a opéré, c'est un de ses chirurgiens, puisque M. Collard est le patron du service de la Timone, service de chirurgie cardiaque. C'est M. Gariboldi qui m'a opéré, mais il y en a 3 autres dans le service. Et voilà, donc, quand Annie m'a demandé de parler du don d'organes durant cette semaine, j'ai pensé avec Michel Stragier, que je vous présente, qui est le président de la RGC, l'Association régionale des greffés du cœur. Et donc, je lui ai demandé s'il pensait qu'on puisse faire intervenir sur le professeur Collard. Il m'a dit, je m'en occupe. Voilà, donc, je vais peut-être lui donner la parole pour qu'il nous parle un peu du don d'organes. Professeur. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je suis très content d'être parmi vous et de découvrir ce lieu que je ne connaissais pas et votre société que je connaissais à peine, pour lequel
On m'a fait un petit débriefing avant cette réunion et je suis frappé par cet endroit où vous travaillez ici qui, pas de détails sur la manière dont vous travaillez, mais quand on arrive ici, de voir un endroit si apaisant et si apaisé, je ne peux pas préjuger de vos conditions de travail, mais je pense qu'elles sont bonnes et que vous avez un cadre de travail et la manière dont les locaux sont faits et les gens vous accueillent qui laissent présager que pour être heureux de travailler ici, peut-être que c'est un jour que je dois me reconvertir. Je l'avais postulé pour venir travailler à vos côtés. Mais écoutez, je suis très content d'être là à la demande de mes amis qui ont demandé à ce que je vienne un petit peu vous parler du don et du don d'organes. Alors pour plusieurs raisons, parce que la période s'y prête bien, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on fait des campagnes régulières d'un côté sur le don d'organes qu'on fait nous, et d'autre côté il y a des campagnes encore plus régulières parce que la pénurie est parfois encore plus critique sur le don de sang qui sont faits par le centre de transfusion sanguine, par l'établissement français du sang. Et on a décidé, pour essayer d'être un petit peu plus efficace, on a décidé trois choses. La première, c'est de regrouper un peu le don au sens général ensemble, c'est-à-dire le don de sang et le don d'organes, pour essayer de toucher plus de gens et d'être un petit peu plus lisible. Et on a décidé, deuxième chose, d'essayer de faire une campagne un petit peu plus durable dans le temps, sur l'année 2015. Et comme il y avait un petit créneau entre Marseille et Provence, 2013, capitale de la culture, et 2017, capitale du sport, on a décidé de lancer le concept, avec l'accord de nos autorités et du maire de Marseille et du président du conseil général, de lancer Marseille-Provence 2015, capitale du don, sur l'ensemble de la grande région d'Aix-Marseille et des Bouches-du-Rhône, pour essayer pendant cette année de profiter d'événements sportifs, d'événements dans l'entreprise et de campagnes de presse pour parler du don d'organes d'une manière récurrente et en parler tellement que les gens soient saturés, mais au moins connaissent un petit peu l'information, avec un gros relais à la fois dans la presse, dans les grosses entreprises, dans des endroits dont on ne peut pas se passer dans la région comme l'Olympique de Marseille, où il y a un premier match qui va être dédié au don d'organes la semaine prochaine, puisqu'on lance officiellement la campagne de Marseille-Provence, capitale du don, jeudi prochain à la faculté de médecine, le 27 novembre. Et le lendemain, pour ceux d'entre vous qui sont fans de l'OM, il y a le match OM-Nantes, au stade Vélodrome, qui sera dédié au don d'organes, avec le coup d'envoi du match qui sera donné par Bernard Pardo, qui est un ancien joueur très connu de l'OM, qui est également greffé du cœur après. Voilà le deuxième point. Le troisième point, qui est une nouveauté et qui montre l'intérêt de la chose et votre présence aujourd'hui, c'est qu'il était décidé à l'initiative de Rodolphe Vernaza, qui travaille à Marseille dans une entreprise de levage qui s'appelle Mediaco, d'essayer de sensibiliser les gens par le monde de l'entreprise. Et c'est probablement le point le plus important, parce que je pense que c'est effectivement probablement dans le monde du travail de l'entreprise qu'on peut avoir les meilleurs relais pour sensibiliser les gens au don d'organes, parce que, on passe tous la majeure partie de notre journée dans l'entreprise, et quand dans du socle familial, ça en passe plus de temps. Même pour moi, une grande partie de mes nuits aussi, en plus de mes journées. Et c'est vrai que c'est probablement dans le milieu du travail où on est le plus réceptif à obtenir un certain nombre d'informations, surtout quand l'information vient du patron pour les toutes petites entreprises et des dirigeants pour les plus grandes, pour lesquels je pense qu'on peut plus facilement sensibiliser les gens. Et même quand on a une masse critique des grosses entreprises un peu comme la vôtre, de pouvoir organiser des événements qui peuvent être plus porteurs. Je pense par exemple au don du sang, comme vous avez un siège ici où vous êtes nombreux, c'est facile d'être organisé courant de l'année 2015 avec l'établissement français des seins, un jour, une collecte sur place où ils pourront se déplacer. Et ça, c'est un intérêt important, parce que
Alors je vais vous parler au fur et à mesure de tout ça, mais si vous voulez un moment, vous voulez m'interrompre pour des choses que vous ne comprenez pas, vous poser des questions, je pense qu'il faut le faire de manière interactive parce que c'est important, il faut que les choses soient claires. On a effectivement au niveau du don de sang et du don d'organes, mais surtout au niveau du don de sang, on a malheureusement au niveau national une pénurie des réserves qui sont très faibles et d'année en année la situation s'aggrave parce que le don de sang baisse parce que malheureusement le temps fait que les gens sont de moins en moins sensibilisés, de moins en moins solidaires, surtout dans les grandes villes. Il y a une différence énorme en quantité de dons pour le sang et pour les dérivés sanguins entre le milieu rural qui fournit la principale offre et le milieu urbain alors qu'on concentre beaucoup de gens en cet endroit que c'est plus facile au niveau logistique pour organiser les choses. Paradoxalement, c'est l'inverse qui se passe. Tout le monde est quand même transfusé en cas de besoin, mais ça se fait parce que d'autres régions ou d'autres départements français nous exportent du sang, mais on ne s'autosuffit pas et c'est une seule région qui est comme ça pour bien vous prouver un peu le déficit de notre région qui est dû à plusieurs raisons. Il y a des facteurs urbains, comme je vous l'ai dit, plus les gens sont en population urbaine, moins ils sont enclins à donner. Également des facteurs ethniques et religieux qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent compliquer les choses au sein de la région PACA. C'est pour ça que les campagnes d'information sont importantes, parce que si on n'est pas tous donneurs, bien évidemment on est tous receveurs, parce qu'en cas de besoin, si on a besoin de sang ou d'organes, tout le monde est receveur. Donc si tout le monde est receveur ou potentiellement receveur un jour en cas de problème ou de maladie, il faut que tout le monde puisse être solidaire et donner au moment où on n'en a pas besoin. Le don d'organes, c'est bien évidemment une problématique qui est entièrement différente et pour lequel on est également, nous les mauvais élèves de la France et les Français un peu les mauvais élèves de l'Europe, parce qu'on a un système qui est moins directif qu'à d'autres endroits. Concernant le don d'organes et de tissus, c'est-à-dire la loi en France, on distribue des cartes de donneurs, etc. pour sensibiliser les gens, mais en fait il n'y a pas de registre en France de donneurs, il y a ce qu'on appelle le registre des refus. Ça veut dire que le seul texte légal en France concernant le don d'organes, c'est les gens qui ne veulent pas donner doivent le faire savoir de leur vivant et s'inscrire sur le registre des refus en disant si un jour il m'arrive un accident ou quoi que ce soit, je décède, je ne veux pas qu'on prélève mes organes. Donc ça c'est la loi, ça veut dire que si quelqu'un décède et pour lequel on peut potentiellement prélever des organes qui vont sauver la vie d'autres personnes, la première chose que font les autorités, ce qu'on appelle les infirmières coordinatrices, c'est de regarder si la personne est inscrite sur ce registre des refus. Si elle n'y est pas inscrite, en théorie, il n'y a plus aucun obstacle et légalement, on peut prélever les organes sans autre demande, sans autre démarche. En pratique, et c'est ce qui se fait par exemple en Espagne ou dans d'autres pays européens. En pratique, ce qui se passe en France, et c'est quand même, je pense bien, c'est que à ce moment-là, les infirmières coordinatrices ou les médecins de l'endroit où se trouve le patient demandent l'avis à la famille pour savoir un peu quelle était la position de la personne là-dessus. Mais ce qui se passe souvent, comme on est encore assez peu mal informé, et heureusement on essaye d'éviter de penser à ce genre de situation, ce qui est tout à fait logique. La plupart des gens n'ont pas pris officiellement la position là-dessus, et en cas de décès, c'est la famille qui décide au vu plutôt de sa position à elle que de la position du défunt, d'autant plus que dans une situation comme ça d'urgence, on n'a pas envie, on n'est probablement pas en état de réfléchir à ça, puisque généralement les médecins viennent annoncer à la famille le décès ou le décès imminent, et en même temps parlent de don d'organes, et c'est souvent très difficile dans un contexte comme ça pour la famille d'avoir un avis objectif, et malheureusement énormément de gens refusent aujourd'hui uniquement pour ça, parce qu'il n'y a pas eu d'information, parce que l'avis du défunt n'a pas été donné, et malheureusement on a chaque année des milliers de gens en France qui meurent
en attendant, sur liste d'attente, en attendant une greffe d'un organe, que ce soit un foie, un cœur, un poumon ou un rein, et qu'on a quand même en France à peu près, suivant les régions, entre 35 et 50% des donneurs potentiels pour lesquels on pourrait prélever les organes, qui ne le sont pas uniquement par refus de la famille. Par refus de la famille ou des proches. Alors c'est vrai que la situation du don d'organes est particulière, si on ne connaît pas, c'est difficile de savoir. En fait, quand quelqu'un décède d'une cause brutale ou d'une maladie, bien évidemment, si la personne décède complètement, on ne peut pas lui prélever les organes. On ne peut prélever les organes que chez quelqu'un en fait, qui est en mort cérébrale, mais qui est maintenu artificiellement en vie. Voilà, c'est ça que les gens parfois n'arrivent pas à comprendre. Donc ça veut dire que, prenez l'exemple, je ne sais pas, de quelqu'un qui va faire un accident vasculaire cérébral très grave, ça veut dire qu'une artère ou l'artère principale du cerveau peut se boucher complètement par un canal de sang, ou bien de faire une hémorragie intracérébrale. La personne va tomber dans le coma, va être prise en charge par les pompiers qui vont le maintenir en vie, par les médecins qui vont le maintenir en vie artificiellement, avec un respirateur artificiel, et donc à ce moment-là, les organes continuent à fonctionner, le cœur, les poumons et donc le patient est dans une unité de réanimation maintenue artificiellement en vie, et pour lequel malheureusement les examens vont montrer que le cerveau a été complètement détruit par la maladie, ou ça peut être par un accident de la voie publique, et que bien évidemment, si on débranche, si on enlève les machines qui maintiennent la personne artificiellement en vie, elle va décéder brutalement. Ça, c'est la condition dans laquelle on peut prélever les organes, parce que bien évidemment, on ne peut pas prendre le cœur, le foie ou les poumons de quelqu'un qui est déjà décédé, parce que quand une personne décède, au bout de quelques minutes, voire d'une heure ou deux, les organes ont souffert de manière irréversible, on ne peut plus les prélever. Donc on est dans cette situation où en fait la personne est décédée parce qu'elle est officiellement décédée parce qu'elle est en mort cérébrale, mais maintenue en vie artificiellement par des machines. Ce qui veut dire que quand vous êtes un proche, que je ne connais pas tout ça facilement, et que vous êtes à l'hôpital, que vous êtes en réanimation, vous voyez la personne qui est encore, qui est endormie, qui n'a pas de contact, mais qui respire, qui bouge, pour lequel les respirateurs font bouger, donc c'est difficile de comprendre que la personne est décédée à partir du moment où on va débrancher toutes les machines dans les heures qui viennent, et les gens ont un petit peu du mal à l'accepter. Donc c'est vrai que on doit annoncer ça à la famille, en même temps dire voilà, on a quelques heures devant nous pour se retourner avant que la personne décède brutalement pour prélever les organes. Et à ce moment-là, les organes sont prélevés. C'est pour ça que toute l'information sur la greffe est importante. Alors, plus les années vont passer, je pense que plus ça va aller, parce qu'il y a de plus en plus de campagnes sur le don d'organes, parce que chaque année, on greffe des milliers de gens en France, et plus les années passent, vous en avez l'exemple vivant ici à votre côté, on a de plus en plus dans notre entourage quelqu'un qui a été greffé du cœur, du foie, du rein, un membre de la famille, des amis, etc. Et c'est vrai qu'avec le temps, les gens sont également sensibilisés par ça, parce qu'on a de plus en plus connu dans notre entourage quelqu'un qui a été confronté à ça, et à ce moment-là, effectivement, c'est plus facile de se rendre compte de l'importance du don d'organes, parce que les gens, jusqu'à présent, ne l'appréhendaient pas si connaissaient quelqu'un, et même il y avait parfois une confusion entre ce qu'on appelle le don d'organes et donner son corps à la science. C'est deux choses entièrement différentes, pour lesquelles aussi parfois les gens ne veulent pas. Donner son corps à la science, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins fréquemment. C'est des gens qui, quand ils étaient vivants en bonne santé, décidaient de donner leur corps à la science à partir du moment où ils mourraient, par exemple, pour faire de la recherche ou pour former les étudiants en médecine à l'anatomie, au laboratoire d'anatomie, etc. Maintenant, on le fait de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de simulation par logiciel, par les mannequins, etc. Mais c'est quelque chose qui était complètement différent. Les gens le faisaient savoir de leur vivant, et puis ils ont décédé de leur belle mort, etc. Après l'enterrement, la faculté de médecine récupérait le corps du défunt pour faire de la recherche, pour faire de l'enseignement aux étudiants. C'est deux choses complètement différentes. Et beaucoup de gens n'apprendaient pas quand on parlait de donner son corps pour le don d'organes. Les gens pensaient que c'était justement donner le corps pour être
bidouillés par des études en médecine pour faire de l'anatomie, je ne sais pas d'autre. Et ça, c'est aussi un point très très important que les gens n'ont pas signé. Mais c'est quelque chose de fondamental parce que c'est vrai qu'une fois qu'on décède, même si c'est quelque chose qui est difficile pour la famille, le fait de prélever les organes ne va strictement rien changer pour le défunt, sauf ça va permettre de le faire vivre différemment chez d'autres personnes et de sauver des adultes, mais également des enfants en leur greffant des organes d'adultes, une partie des organes d'adultes. C'est vrai que nous, on est confrontés chaque année, malheureusement, à des gens qui meurent parce qu'on n'arrive pas à trouver en temps et en heure les organes adaptés et qu'on arrive à maintenir en vie quelque temps avec des machines, avec des cœurs artificiels ou d'autres systèmes, mais pour lequel à un moment il faut qu'on arrive à les greffer. Donc plus on arrive à sensibiliser les gens, plus on arrive à en parler entre nous, en famille, si un jour une éventualité comme ça arrive, en espérant que ça soit le plus tard possible ou jamais, mais de s'y préparer, d'y réfléchir parce qu'à l'instant T, on n'est pas en état de prendre une bonne décision là-dessus, parce qu'il y a trop de facteurs affectifs qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, et en France, ça va continuer comme ça, même si la loi nous permettrait de se passer de la vie de la famille, on ne le fait pas et on ne le fera pas, parce que je pense que c'est pas une bonne chose non plus. Mais plus on sensibilise la famille, les proches à ça, le plus important c'est. Voilà en gros ce que je voulais un petit peu vous dire. Donc le don de sang, il ne faudrait même pas se poser la question, tout le monde sauf des contre-indications. Malheureusement à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de contre-indications avec donner son sang, qui sont à mon sens un petit peu trop excessives, mais il y a eu tellement de problèmes dans le passé avec les histoires du sang contaminé et tout ça, que l'établissement français du sang est très très restrictif. Si vous avez été transfusé dans le passé, même s'il y a 15 ou 20 ans, vous ne pouvez pas donner votre sang. Il y a plein de critères un peu restrictifs, mais quand même la plupart des gens peuvent donner. Et après, tous les tests, le sang est mis en quarantaine maintenant, donc tous les tests qui sont faits sur le sang font que le risque quand on est transfusé, quand on donne son sang, évidemment, on prend aucun risque, mais quand on est transfusé, aujourd'hui, le risque de la transfusion est devenu nul, tellement faible que ça n'a rien à voir par rapport aux bénéfices qu'on peut avoir de la transfusion qui sauve des millions de vies chaque année en France. Donc, donner son sang, ça devrait être un acte citoyen pour lequel on ne devrait pas se poser la question et on devrait le faire tous une fois par an. Et après, parler entre soi, en famille, etc., du don d'organes, je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. Si vous avez votre carte de donneur sur vous, on le voit régulièrement quand ça arrive, et que les médecins discutent avec la famille et que le patient met sa carte de donneur, la famille ne va jamais contre la vie de la personne. C'est le seul moyen légal qu'on a aujourd'hui. Alors il y a plusieurs initiatives qui voulaient être mises en place, qui sont toujours pas faites. C'était poser la question de se déclarer favorable au moment où on passe le permis de conduire, parce que généralement, quand on est mineur, c'est sous l'autorité des parents. Si un mineur décède, c'est sous l'autorité des parents de donner les organes. Heureusement, c'est exceptionnel. Mais quand on devient majeur, ça devient de sa responsabilité à soi. Et donc, le permis de conduire, généralement, c'est une période où tout le monde, entre 18 et 20 ans, passe le permis de conduire. Et ça avait été de se prononcer, que ça soit stipulé sur le permis de conduire. Après, pour les autorités, ça posait des problèmes, comment faire si on change d'avis entre-temps, etc. Donc, pour l'instant, ça n'a toujours pas été mis en place, mais c'était la piste la plus sérieuse sur laquelle nous, on poussait pour se prononcer oui ou non sur le bon d'organe. Mais aujourd'hui, en dehors du registre des refus, qui lui est le seul organe officiel, par contre, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez vous faire inscrire sur le registre des refus, et après, si vous changez d'avis, demandez à ne plus y être. Mais il n'y a pas de base de données ou de registre des gens qui sont favorables. Le seul moyen d'être favorable, c'est d'avoir sa carte de donneur et d'en parler à son environnement familial, en sachant que généralement, quand les gens se sont vraiment prononcés d'une manière positive, la famille respecte la vie du défunt. Là où la famille s'y oppose, et c'est encore aujourd'hui dans 90% des cas, c'est quand
c'est quand la personne n'a jamais fait savoir sa position là-dessus. Parce que heureusement, c'est pas quelque chose auquel on a envie de penser. L'Agence de la biomédecine, c'est l'organisme d'État qui va réguler tout ce qui est la transplantation. Donc, parce qu'en France, les règles sont bien évidemment très très strictes et heureusement. Les patients, tous les patients qui attendent un organe sont centralisés au niveau national là-dessus, et c'est cette base de données après qui va permettre de définir les degrés d'urgence, les priorités des patients par rapport à la gravité de leur maladie, par rapport au délai d'attente, etc., au délai sanguin, pour savoir lorsqu'il y a un organe quelque part n'importe où en France, à quelle personne il va être attribué, et qui s'occupe également, et ça c'est important, de garder l'anonymat complet, de garder l'anonymat entre le donneur, le receveur, etc. Parce que quand vous avez été greffé, vous n'avez pas le droit, et c'est très bien de savoir quel a été votre donneur, parce que les quelques cas qu'il y a eu pour des raisons X ou Y, les gens l'ont su, ça n'a jamais apporté rien de favorable. Et c'est l'agence de la médecine qui fait justement le lien entre, par exemple, si quelqu'un de votre famille décède et pour lequel les organes ont servi, la famille sait, ou elle peut demander par l'agence de la médecine de savoir effectivement combien de personnes ont été greffées, comment ils vont, etc. C'est bien parce que ça permet un peu d'avoir des éléments positifs, mais pas de lien de personne à personne. Alors, il n'y a pas de limite d'âge, après ça dépend des organes. Ça dépend des organes. Par exemple, pour le cœur, c'est rare qu'on prélève au-delà de 60 ans, 65 ans, plus on est âgé, moins on prélève le cœur. Par contre, pour les reins, on prélève des donneurs jusqu'à 80, 85 ans si les reins sont en bon état. Pour le cœur, on ne prélève pas pour la bonne raison que le cœur il souffre beaucoup plus de la période pendant laquelle il va être arrêté, même si c'est très bref. Parce qu'en pratique, quand vous faites une greffe cardiaque, ce qui se passe, c'est que on vous propose un cœur qui peut être à n'importe quel endroit en France, qui est compatible avec la personne qui attend. La personne va être en salle d'opération, va être préparée, on commence à ouvrir la cage thoracique, etc., pour enlever le cœur de la personne malade. Dans le même temps, à l'autre bout de la France, va se faire le prélèvement. Et à partir du moment où on va chez la personne qui est décédée arrêter le cœur, c'est-à-dire au moment où on interrompt la circulation dans le cœur pour l'enlever et pour lequel il va être protégé par du froid et par de la glace, il faut qu'il se passe maximum 5 heures. Donc entre le moment où on va arrêter le cœur chez le donneur, l'enlever délicatement du corps du donneur, le conditionner dans la glacière, le refroidir, prendre l'avion, l'hélicoptère, le machin pour revenir par exemple à la Timone, le sortir et le greffer chez le receveur, c'est-à-dire faire toutes les coutures au niveau du cœur pour le remettre en circuit avec les artères et les veines qui se branchent dedans. Et à la fin, on a fini tout ça, on va remettre le cœur en circuit, il va être à nouveau réalimenté par du sang qu'on a chez le donneur. Il faut qu'il se passe 4-5 heures maximum. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Et plus on est âgé, moins le cœur va supporter cette période. Et au-delà de 60 ans, quand il est arrêté, 4-5 heures, c'est souvent très long. Et en plus, la plupart des gens qui sont un petit peu âgés, qui décèdent, c'est souvent parce qu'ils ont fait un anévrisme intracérébral ou qu'ils ont bouché une artère qui montre qu'ils ont les artères, ils ont l'athérosclérose, ils ont les artères du cerveau qui sont malades, et ce qui fait que le cœur potentiellement lui aussi peut être atteint par la maladie et n'est pas sain comme chez quelqu'un de jeune. Donc non, pour le cœur, c'est rare qu'on prélève après 60 ans. Après, pour les reins, on prélève jusqu'à 80-85 ans, mais la problématique est différente. Parce que si on vous greffe un cœur et que la greffe se passe mal et que le cœur ne repart pas, la personne, elle va décéder. On peut mettre un cœur artificiel pendant quelques jours, etc., en attendant que le cœur récupère si la greffe se passe mal, parce que parfois le cœur ne récupère pas de suite, donc d'un jour ou deux récupère, mais après on n'a pas de solution. Quand vous greffez quelqu'un
quand vous greffez quelqu'un du rein, généralement, c'est des patients pour lesquels les reins ne fonctionnent plus du tout. Donc, ils sont ce qu'on appelle en dialyse, ça veut dire qu'ils vont plusieurs fois par semaine épurer leur sang pour remplacer le travail que fait les reins. La dialyse, c'est quelque chose qui est à la fois très très contraignant et soumis à beaucoup, avec le temps, beaucoup de problèmes et de complications. Donc, la greffe apporte vraiment plus parce que ça permet aux gens de vraiment retrouver une qualité de vie très importante et de supprimer toutes les complications qui sont dues à la dialyse. Mais la greffe de rein en elle-même, en termes d'opération, c'est une grosse opération d'essai général, mais c'est pas une opération qui est excessivement lourde ni risquée. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup élargi les indications de greffe, parce que même si malheureusement la greffe se passe pas très bien et que le rein qu'on a mis ne fonctionne pas correctement, la personne elle va retourner en dialyse comme elle était avant. Donc c'est pour ça qu'on prélève beaucoup plus facilement les reins ou le foie chez les gens plus âgés. Est-ce que, hormis les organes habituels, vous faites des prélèvements de cellules souches, c'est-à-dire de peau, puisque maintenant il y a beaucoup de progression à ce niveau-là, de peau, de moelle épinière? Alors, au niveau des prélèvements, il y a ce qu'on appelle les prélèvements d'organes et les prélèvements de tissus. Les prélèvements d'organes, c'est principalement le cœur, le foie, les poumons et le rein, parfois le pancréas, les diabétiques, etc. C'est plus rare, le plus fréquemment c'est ça. Après, il y a les prélèvements de tissus, c'est-à-dire la peau, la cornée et les os pour faire, on prend généralement les fémurs et les tibias pour faire des reconstructions après. J'ai des gens qui ont été opérés, surtout pour des enfants, de cancer de grosses tumeurs osseuses pour lesquels il faut enlever. C'est mieux de reconstruire avec un os humain qu'avec les prothèses. Après, les cellules souches, non, ça ne se prélève pas. C'est encore au stade de la recherche, et ça, si on a besoin, le prélever chez le vivant, parce que les cellules souches, elles circulent dans le sang. Et la moelle épinière, non, parce que la moelle épinière, c'est le prolongement du cerveau dans la colonne vertébrale. Et la moelle épinière, c'est comme le cerveau, malheureusement, on ne peut pas ni l'enlever, ni le régénérer. Alors, le don de moelle, ces différentes moelles, ça rentre dans le cadre de la transfusion sanguine, dans le cadre du don de sang. C'est quelque chose qu'on peut tous donner. C'est vrai que c'est beaucoup plus rare que le sang, parce que malheureusement, c'est quand même un tout petit peu douloureux, parce qu'il faut aller ponctionner dans un os du sternum ou de l'épinidiaque, et donc aller prélever de la moelle osseuse. En fait, on prélève, quand on dit un don de moelle, c'est vrai qu'on va prélever de la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est une substance qu'il y a dans tous les autres organismes. C'est là que sont fabriqués les globules blancs, les globules rouges, enfin, toutes les lignées sanguines sont fabriquées là-dedans, et toutes les lignées précurseurs des produits sanguins sont là-dedans. Et donc la moelle osseuse, le don de moelle osseuse, ça sert principalement à traiter, à soigner les gens qui sont en aplasie après des leucémies très graves, et ça concerne principalement les enfants. En fait, parfois, quand vous avez une leucémie qui est grave, le seul moyen de guérir la personne, c'est de lui faire une chimiothérapie tellement agressive qu'elle va détruire l'ensemble de toutes les lignées des globules rouges, des globules blancs, etc., à la fois dans le sang, mais également tous les précurseurs dans la moelle osseuse pour détruire les cellules cancéreuses qu'il y a dedans. Et une fois qu'on a mis ce qu'on appelle le patient en aplasie, il faut lui réinjecter tous les précurseurs sanguins qu'il y a dans la moelle osseuse, lui réinjecter ça, parce qu'on va mettre un gros trocard dans un des os, donc ça fait un peu mal, et une fois qu'on est dans l'os, on aspire ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de contre-indication, mais c'est douloureux, ce qui fait que normalement, c'est pas comme le don de sang, les gens qui donnent leur moelle, c'est parce que vraiment ils sont sensibilisés, soit parce que c'est pour quelqu'un de la famille ou un proche, soit c'est parce qu'ils ont eux-mêmes eu un enfant ou quelqu'un qui a été soigné, qui ont compris l'importance, parce que parfois il y a des enfants qui attendent des mois et des mois un don de moelle compatible, etc. Donc c'est des gens qui ont été sensibilisés à ça. Après il y a le don d'organes vivants, le don du vivant, donc ça veut dire que quand on a 2 reins, on peut donner un rein, c'est 90% des dons du vivant, c'est ça. Et également, on peut faire le foie, donner une partie de son foie, un lobe de son foie, et également les poumons, on peut prélever une partie des poumons, même si c'est plus rare. Ça, c'est très répandu, surtout pour le rein, de plus en plus, et ça, généralement, c'est fait par quelqu'un de l'entourage de la famille, parce que plus
on est proche de la personne, plus la compatibilité va être bonne et va permettre d'éviter le rejet. Quelqu'un de l'entourage ou un ami peut donner son vivant en un pour quelqu'un qui connaît, mais à condition bien évidemment que la compatibilité soit bonne, parce que ce qui est fréquent dans le cadre de la famille, mais moins dans le cadre des amis. Et bien évidemment, heureusement, on ne peut pas, voilà, le don est complètement gratuit, on ne peut pas donner comme ça contre de l'argent ou quoi que ce soit. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Vous voyez, vous avez tous posé plein de questions, c'est bien la preuve qu'on est assez mal renseigné là-dessus. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, jeudi à 19h, on lance à la faculté de médecine officiellement la campagne de Marseille-Provence, capitale du don. Et il y aura la semaine prochaine, mais je ne me rappelle plus le jour, je crois que c'est dimanche ou lundi, il y a justement, puisque la Provence est partenaire, il y a un supplément qui sort dans la Provence d'une dizaine de pages, que centré là-dessus, justement, on explique un peu ce que je voulais expliquer là, est expliqué par écrit, où il y a plusieurs témoignages de gens qui ont été greffés, de gens, on parlait de la dame là, pour lequel, de Dorothée, là, pour lequel son fils était mort lors d'un accident de moto et pour lequel elle a donné tous les organes. Il y a des témoignages de gens qui attendent une greffe, de gens qui ont été greffés, de gens qui ont donné. On parle de transfusion sanguine, il y a ce gros supplément de la Provence, mais malheureusement, je vais peut-être un peu vite, je ne me rappelle plus quel jour de la semaine c'est, mais je crois que c'est dimanche ou lundi là qui arrive, il y aura ce supplément dans la Provence qui sera dédié à ça, où il y a beaucoup d'informations dessus, si vous voulez le récupérer, après pour le faire passer à vous. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis.